Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien, que vous vous êtes reposé un petit peu et surtout que vous êtes prêts pour vos examens de la semaine prochaine, dont celui de la microéconomie 2. Donc l'objectif de cette vidéo est de revoir un petit peu rapidement avec vous le contenu de l'examen et les questions de l'examen blanc. Vous avez bien évidemment les éléments de réponse, mais peut-être en discutant chaque question en détail, ça pourrait vous servir pour une dernière révision avant mardi. Donc par rapport au contenu, comme on s'est déjà mis d'accord, il portera essentiellement sur les 3 premiers chapitres. Le premier chapitre sur le fonctionnement d'un marché, le deuxième sur le premier type qui est le marché de la concurrence pure et parfaite et le troisième qui est le marché du monopole. Donc dans le premier chapitre, nous avons parlé en général de ce qu'est un marché, un lieu de rencontre de l'offre et de la demande, et donc il peut être constitué d'une infinité d'offreurs, d'une infinité de vendeurs, un grand nombre de consommateurs face à un petit nombre d'offreurs, etc. Mais l'essentiel, c'est qu'on n'est plus face à un seul agent économique qui doit faire son choix, qui était le cas pendant le premier semestre. On avait un seul consommateur qui doit faire son choix ou un seul producteur qui doit décider son point d'équilibre. Mais là, on est face à une multitude d'acteurs. Et donc, on avait étudié le passage des fonctions d'offres et de demande individuelles aux fonctions d'offres et de demande de marché. Ok? Bien évidemment, on les a approchés tout simplement par la somme des fonctions individuelles. On a dit, si un marché est constitué d'un ensemble de consommateurs, chacun demande une telle quantité, la demande globale sera tout simplement la somme des demandes individuelles. D'accord? Chaque individu demande 2 unités et ils sont 10 consommateurs, donc ensemble ils demandent 20 unités. D'accord? Pareil, on a un ensemble d'offreurs, chacun offre une quantité, on se retrouve avec une offre globale du marché qui est tout simplement la somme des offres individuelles, la somme des quantités offertes par chaque producteur. D'accord? Donc je rappelle que la fonction de demande individuelle, c'est tout simplement la variation de la quantité demandée par un individu en fonction du prix. Fonction de demande, combien un individu demande, quelle est la quantité demandée en fonction du prix. D'accord? Et donc, on a dit que généralement, plus le prix augmente, moins est la quantité demandée. D'accord? L'individu, il a un revenu qui est limité. Si le prix est de 2 dirhams, il va demander 10, il pourra acheter 10 unités. Si il est de 3 dirhams, il pourra acheter que 8 unités. Si il est de 4 dirhams, il pourra acheter que 6, etc. Donc, plus le prix augmente, moins sont les quantités demandées. Et donc, on a dit que la fonction de demande est une fonction décroissante du prix. Les quantités sont décroissantes du prix. La relation entre les quantités et les prix est décroissante. Par contre, on a expliqué que la fonction d'offre est une fonction croissante du prix. Ça veut dire le producteur, plus le prix sur le marché est élevé, plus est la quantité qu'il est prêt à vendre et à offrir sur ce marché. Pour finir le premier chapitre, on a un peu zoomé sur la fonction d'offre individuelle et comment on peut la déduire à partir de la fonction du coût, surtout la fonction du coût marginal. C'est là où on a parlé des notions de seuil de fermeture et seuil de rentabilité. Le deuxième chapitre, il portait sur le premier type de marché, qui est le marché de concurrence pure et parfaite. C'est le premier type de marché,
C'est un marché qui suppose la vérification de 5 hypothèses. L'hypothèse d'atomicité, que un marché de concurrence pure et parfaite est composé d'une multitude de consommateurs et une multitude de producteurs. Deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse de l'homogénéité, que le produit offert par l'ensemble des producteurs est le même, avec les mêmes caractéristiques, que l'information est transparente, l'information est partagée par tous les acteurs, et les deux dernières hypothèses, c'est la libre mobilité des acteurs et des facteurs de production. Ensuite, on a parlé de la caractéristique essentielle d'un marché de concurrence pure et parfaite, qui est le fait que le prix il est fixé par le marché. La seule variable de décision dans un marché de concurrence pure et parfaite est la quantité. Les producteurs ne peuvent déterminer que la quantité à offrir sur le marché. Ils ne peuvent pas déterminer le prix de vente. Le prix, il est fixé par le marché. C'est pour ça qu'on parle des producteurs qui sont des price takers, des preneurs de prix. Ils prennent le prix il est fixé par le marché. Eux, ils décident en fonction de ce prix, ils décident la quantité, ils décident déjà est-ce qu'ils vont offrir sur ce marché ou pas. Est-ce que le prix est supérieur à leur coût, à leur minimum du coût moyen ou pas? Et s'ils décident d'offrir, quelle sera la quantité? Quel que soit le marché, l'équilibre est atteint en maximisant le profit. Et donc le profit est égal à la recette totale moins le coût total. Pour qu'il soit maximum, il faut que sa dérivée première soit égale à 0. Donc recette marginale moins coût marginal égale à 0. Donc le point d'équilibre est le point qui correspond à l'égalité entre le coût marginal et la recette marginale. C'est-à-dire le vendeur, il continue à offrir sur un marché tant que le prix de vente de la dernière unité est supérieur à ce qu'il a dépensé pour la produire. Une fois le prix de vente est égal à ce qu'il a dépensé, là, il doit arrêter. Et là, c'est ce qu'on appelle le point d'équilibre. Le dernier point dans le cadre du chapitre de la concurrence pure et parfaite est cette notion de surplus du consommateur, surplus du producteur et surplus social, qui est tout simplement la somme des deux surplus. Et on a expliqué comment ce surplus social il est maximal dans le cadre d'un marché de concurrence pure et parfaite ou d'un marché concurrentiel. Dans l'examen blanc, quand je parlais d'un marché concurrentiel, je voulais tout simplement dire un marché de concurrence pure et parfaite, parce que c'est le seul type de concurrence qu'on a étudié. Il y a bien évidemment d'autres types de concurrence monopolistique, mais nous, on a parlé uniquement d'un marché de concurrence pure et parfaite. Donc quand vous entendez un marché concurrentiel, automatiquement un marché de concurrence pure et parfaite. D'accord? Ensuite, on a passé à la deuxième partie qui est les marchés de concurrence imparfaite. Et le premier type de marché dont on a parlé, c'est le marché du monopole. Marché de monopole, ça veut dire j'ai toujours un ensemble de consommateurs, mais ils sont face à un seul producteur. Et donc ce producteur aussi, il détermine son équilibre, mais cette fois-ci, le prix, il n'est pas fixé par le marché, mais il est fixé par ce producteur, parce qu'il est le seul sur le marché, donc c'est lui qui fixe le prix qu'il désire. D'accord? Bien sûr, ce prix, il n'est pas illimité, mais on a parlé de ce pouvoir du monopole, c'est-à-dire de cette capacité à fixer le prix à un niveau très élevé par rapport à celui de la concurrence, mais on a dit que ce pouvoir, il est limité par l'élasticité prix de la demande, c'est-à-dire il est limité par la sensibilité des consommateurs au prix. D'accord? C'est-à-dire si les consommateurs sont très sensibles à la variation du prix, c'est-à-dire dès qu'on augmente le prix, il y a une grande partie de consommateurs qui quittent le marché et qui n'est plus intéressé par le produit. Là, le producteur, il va faire attention avant d'augmenter le prix parce qu'il va se rendre compte que en augmentant le prix de vente, la quantité va baisser et donc son profit ne va pas automatiquement augmenter avec l'augmentation du prix.
Après, on a parlé de ce qu'on appelle le coût social du monopole. C'est-à-dire que le monopole, il n'est pas favorable pour la communauté. Il est favorable pour le producteur, mais il n'est pas favorable pour le consommateur. Le surplus du consommateur baisse et le surplus du producteur augmente. Donc le producteur récupère une grande partie du surplus des consommateurs, d'autant plus le surplus social, le surplus total, il est plus faible que celui de la concurrence pure et parfaite. Donc c'était ça, en résumé, le contenu des 3 premiers chapitres qui constitueront l'essentiel des questions de l'examen.